Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Hier, Daladier et Chamberlain. Aujourd'hui, Le Pen et Orban. Le RN, vous dis-je, c'est la cause de tout le monde. Enfin, heureusement que le Rassemblement National existe. Qu'est-ce que porte le RN? Dans quelle mesure il sert ou pas les intérêts des Français? Moi, j'ai la conviction profonde que les positions du RN ne servent pas les intérêts français. Elle me paraît avoir été choisie par défaut, mais aussi la faiblesse de son discours. Il est incantatoire. Les mêmes mots, les mêmes arguments, les mêmes débats. Nous sommes à Munich en 1938. Le meeting inaugural de Valérie hier, vide tête de liste reconnaissance aux élections européennes, a rassemblé donc une grande partie du gouvernement. Ses commentaires sur le Rassemblement national et la Seconde Guerre mondiale ont suscité des réactions dans le paysage politique. Cette situation semble renforcer un bipartisme naissant en France, compliquant la visibilité et la progression des autres partis pour les sondages par exemple. Alors parlons vrai, est-ce que ces élections se résument à un duel Renaissance versus Rassemblement national? Est-ce que les autres listes manquent de propositions constructives pour être plus entendues, ou est-ce que les médias n'en font que pour Renaissance et le RN? Est-ce que c'est pas le remake de 2017 et 2022 où était vendu à l'avance un second tour, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen et européenne? Renaissance et le RN confisquent-ils le scrutin? Et pour le moment, vous dites oui à 72%, c'est bien ça. Avec Luc Gras, politologue, qui est avec nous. Bonsoir Luc, merci de nous avoir rejoints sur Sud Radio. Philippe Bilger, le RN, on ne parle que de ça. Oui, alors Cécile, si je peux commencer par une ironie que Jean-Michel jugera déplacée, je croyais que la catastrophe du discours de Valérie Pécresse au Zénith serait unique. J'ai été rassuré, Valérie hier l'a rejointe. On prononce Ayer, a priori. Ayer. Ah bon, si vous me donnez des cours... non, mais c'est le Renaissance qui l'a dit. Ah, alors là, d'accord, je vais faire le contraire. Et donc, pour être sérieux, Cécile et Philippe... on ne peut pas dire que Renaissance et le Rassemblement national confisquent le débat. Personne n'oblige les citoyens dans des sondages qui sont encore, certes, proches de l'échéance européenne, mais il y a encore 2 mois, voire 3, qui vont se dérouler. Mais plus profondément, je crois que si Renaissance et le Rassemblement national semblent focaliser l'attention, c'est que ils sont naturellement porteurs, pour le pire comme pour le meilleur, du caractère politicien des élections européennes, qui vont probablement aussi servir d'exutoire pro ou anti-Macron. Et dernier argument, je pense qu'aussi bien Renaissance que Rassemblement national ont une conception un peu simpliste en disant on est pour l'Europe ou on est contre l'Europe. Et il y a d'autres listes qui sont plus fines, de mon point de vue, mais qui peut-être seront moins audibles. Un Glucksmann ou un Bellamy sont véritablement de vrais Européens, mais je pense qu'ils auront du mal à se faire entendre. Loïc Guérin. Alors, je vais rejoindre Philippe Bilger là-dessus. Ce que je regrette à chaque fois, c'est une vision quasi dogmatique. Alors, on est pour ou on est contre l'Europe, et on simplifie le débat pour éviter finalement le vrai débat. Quelle Europe ? Comment ? Est-ce qu'il ne faut pas la revoir un peu sur ses bases ? Est-ce qu'il ne faut pas, les nations en ont fait l'expérience pendant le Covid et récemment encore avec la guerre en Ukraine, est-ce qu'il ne faut pas reprendre chacun un peu de souveraineté tout en travaillant de concert au sein de l'Europe ? Ce sont des sujets qui seraient, à mon sens, beaucoup plus nobles qu'une vision simpliste vers laquelle on nous entraîne systématiquement. Alors, de l'ombre, c'est vrai qu'ils en font peut-être, mais il faut aussi admettre que les autres listes n'ont malheureusement peut-être pas grand-chose à proposer pour sortir des lieux communs du « je suis pour l'Europe » ou « je suis contre ». C'est un débat, pour ou contre l'Europe, ou c'est un débat RN Renaissance? Appelez-nous au 0826 300 300. Jean-Michel Fauvergue. Alors c'est vrai qu'il y a une dualité qui s'est installée dans ce débat-là. C'est clair, et elle est vieille, cette dualité, et elle renaît à l'aune de ce débat-là. Et c'est vrai qu'il y a une confiscation du débat sur 2 pôles, RN d'un côté, Renaissance de l'autre, et chacun, parce qu'on parle beaucoup de Renaissance qui critique le RN, mais de l'autre côté, ça se passe de la même manière. Si vous écoutez le discours de Le Pen et de Marine Le Pen, et de Jordan Bardella, eh bien, le nom de Macron
Macron est cité une dizaine, une vingtaine de fois. Donc on est dans ce sens. Maintenant, l'idée de brandir la problématique qui est plus qu'une problématique de l'Ukraine, moi je pense que c'est une bonne idée parce qu'il y a un vrai danger. Et moi je crains ce danger-là. L'Ukraine, c'est un vrai problème, et un vrai problème important qui surpasse tous les autres problèmes. Seulement, le fait d'en faire un artefact politique, un instrument politique, fait que on est en train de mettre dans la tête des Français que c'est en réalité c'est juste un argument politique et que le fond du problème n'existe pas. Et j'ai peur que cet argument politique-là dévalorise le sujet de l'Ukraine et que les gens ne prêtent pas l'attention qu'il faut, et donc ça soit contre-productif sur ce problème de l'Ukraine. Luc Gras, est-ce que quelque part, aujourd'hui, le débat est confisqué pour vous ou pas ? Non, pour moi, il n'est pas confisqué. Il est l'illustration d'une faiblesse abyssale de la fonction programmatique des partis politiques. Quand j'étais engagé il y a quelques temps, chaque parti avait des structures qui réfléchissaient à apporter des idées nouvelles dans le cadre des campagnes électorales. Elles étaient plus ou moins impliquées, mais elles avaient le mérite d'exister. Et on avait donc cette idée que lorsqu'on s'engageait dans une campagne électorale, il fallait avoir une forme de teasing, il fallait avoir une idée pour commencer la campagne. Si elle prenait, on continuait avec une autre idée. Bref, la richesse, l'honneur de la démocratie, c'est de débattre. Aujourd'hui, évidemment que Renaissance et le RN ont une double légitimité et un intérêt commun, c'est qu'il n'y ait pas de débat. Le RN, parce qu'il est au-dessus de 30%, pourquoi il voudrait-il ouvrir un débat ? Il reste sur ses 30%, il attend et il gagne. Et Renaissance, c'est le parti du président. Ils ont forcément une légitimité eu égard au fait qu'ils représentent le président. Et donc, eux, ils n'ouvrent pas le débat et c'est bien normal. Là où il devrait y avoir des initiatives, c'est toutes les autres familles de pensée qui devraient, elles, essayer de faire ce qu'on faisait autrefois, un teasing des idées, lancer une idée, bousculer un petit peu le marigot pour que la campagne se fasse autour de leur thématique. Oui, Jean-Michel Fauvergue. Oui, Luc, bonjour et merci de cet éclairage. Est-ce que vous pensez pas, pour aller dans votre idée, que c'est aussi la qualité aujourd'hui des hommes et des femmes politiques, dont certaines viennent de la société civile et dont certains ont eu la bonne idée de se retirer, qui tire un peu ce débat de cette manière-là un peu vers le bas, quoi. Alors, cher Jean-Michel, vous en êtes vous-même une illustration. Je pensais, en vous écoutant, je trouvais ça très sage. Et je me disais, mais quel dommage que Philippe Bilger, que Jean-Michel Fauvergue et le troisième invité, que je connais moins, quel dommage que ce ne soient pas des élus. Ils ont l'intelligence, ils ont le recul, ils ont l'expérience. Mais vous connaissez comme moi le péché originel d'Emmanuel Macron. Au tout début, la commission d'investiture était dirigée par Stéphane Séjourné. Il a bien pensé à se servir lui-même ainsi que son ami Attal. Il a un peu oublié qu'il y avait beaucoup de gens de qualité dans ce pays qui n'avaient pas pu forcément s'exprimer lors des anciennes majorités. Donc, bon diagnostic d'un système sclérosé. Et Jean-Michel, vous en êtes l'illustration vous-même. Pourquoi n'êtes-vous plus député ? Parce que vous avez senti que dans le système tel qu'il était proposé, en tout cas, je vous avais entendu sur ce sujet une fois, vous estimiez que c'était pas évident d'être utile. Donc oui, il y a un problème de qualitatif dans le personnel politique. J'en veux pour preuve que Emmanuel Macron ne cesse d'aller débaucher dans les anciens partis. Rassurez-nous, vous nous avez pas exclu de l'intelligence. Cécile et moi, vous avez cité que les travaux Non, mais vous êtes tellement bon journaliste que je vous laisse à votre vocation. Non, mais sérieusement, Luc, j'ai cru comprendre que à l'époque, lorsque les partis avaient de la qualité, c'était lorsque vous étiez vous-même le conseiller de l'un d'eux. Non, mais plus vous sérieusement. Plus sérieusement, Luc, est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette relative pauvreté des programmes en ce qui concerne l'Europe vient paradoxalement derrière la mousse et l'écume du fait que, tout parti confondu, on a tout de même la certitude que le rêve européen est brisé. Et même, je le dis, de la part de Renaissance, le président de la République, avec beaucoup d'intrépidité, parfois cherche à nous démontrer que l'Europe est notre avenir, mais profondément, quel parti y croit ? Alors, c'est une habile approche du sujet,
Mais je ne crois pas que le rêve européen soit particulièrement brisé. C'est le rêve européiste qui a brisé les espérances. Mais le rêve d'une Europe de la subsidiarité, comme la souhaitaient les pères fondateurs, elle est devant nous. Et on prend l'exemple de l'Ukraine, par exemple. Il est évident qu'une meilleure coordination des actions nationales au sein de l'Europe pour faire face à ce danger de l'agression de l'Ukraine serait probablement le bon niveau pour réagir. Donc non, l'Europe n'est pas un rêve brisé, l'Europe a été dévoyée, ce n'est pas la même chose. Jean-Michel Fauvergue, Loïc Guérin, qu'on n'a pas entendu. Non, mais je suis tout à fait d'accord. J'ai le même sentiment de dévoiement de l'Europe. On a malgré tout un peu l'impression que c'est une machine qui s'est emballée avec un dogme derrière, et quiconque ose le défier est stéréotypé au possible pour éviter le débat finalement qui est plus complexe sur les errements, les difficultés, voire les erreurs de la construction européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Oui. Luc Gras. Bah non, mais moi j'ai pas grand-chose à ajouter. Je trouve que c'est parfait ce qui vient d'être dit. Non, concrètement, je pense que... Non, mais c'est important. Oui, je vous en prie, Cécile. Non, finissez, mais moi je voulais vous demander si effectivement l'incarnation, il n'y a plus d'incarnation chez Renaissance aujourd'hui, face à un Bardella qui est quand même très fort, très incarné, et on se demande si c'est pas finalement une incarnation contre une incarnation qui n'existe pas, ou plutôt un parti via un autre parti. Est-ce que finalement Jordan Bardella est aux européennes pas plus fort que le RN? Alors, vous avez parfaitement raison. Je passe mon temps à rencontrer des gens qui disent « Moi, je n'aurais jamais voté RN, mais je vais voter Bardella. » Alors bon, c'est pas un sondage, hein, mais c'est vrai que ce jeune Bardella qui a un peu une forme d'aisance, on le voit un petit peu de sa manière de se mouvoir, un peu de Chirac, etc. Seulement, il y a quand même un vrai gros problème, c'est le contenu. Il va falloir quand même que dans le contenu, il aille un peu plus loin. Mais bon, l'Europe, je reviens là-dessus, n'est pas un rêve qui est derrière nous. L'Europe ne peut être, on est tous d'accord là-dessus, on veut que la souveraineté nationale soit respectée, on veut que sur des sujets comme l'immigration, les pays puissent reprendre le pouvoir là où il faut pour contrer ces difficultés, mais on voit bien que la masse critique en politique étrangère, en politique de défense, elle peut être, pour construire la défense européenne, par exemple, voilà un beau sujet. Quel est le candidat qui aujourd'hui propose de doubler le budget de la France en matière militaire? On est à 2%, et encore, il y a eu un effort de l'exécutif sur ce point. On devrait, tout le monde le sait, tous les militaires le savent, si on veut avoir une force conventionnelle crédible, il faut monter à 4%. Qui pose la question pendant la campagne? Vous voyez, l'Europe, elle est devant nous à partir du moment où l'Europe devient concrète pour les Français. Jean-Michel Fauvergue. Oui, Luc, j'ai écouté hier le discours de Marion Maréchal et j'ai ressenti, alors je parle pas du programme d'une manière générale, mais j'ai ressenti le fait que ces partis-là, et en particulier les partis donc de la droite extrême, de la droite, on l'appellera comme on veut, autoritaire, de la droite populiste, s'emparer de ce scrutin-là comme il ne l'avait jamais fait. Et c'est-à-dire qu'il rentrait dans les institutions européenne pour avoir une majorité à l'intérieur même de l'Europe pour changer les choses. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça ou est-ce que je me suis trompé? Alors, non, c'est une analyse. Moi, il m'a semblé, en écoutant hier le discours de Marion Maréchal, que eux, ils sont vraiment face à un vrai défi. C'est ce qui prouve leur intérêt pour l'élection, c'est leur subsistance. Oui. C'est-à-dire que si Reconquête fait moins de 5%, c'est terminé. De toute manière, chacun connaît Éric Zemmour. Éric Zemmour, il va pas s'accrocher indéfiniment à la politique s'il passe son temps à prendre des échecs. Donc, il y a une vraie question. Et pour Marion Maréchal, il s'agit de son propre avenir politique. Donc oui, il y a un enjeu absolument existentiel pour eux. Sur la question de la majorité au niveau du Parlement européen, les sondages nous indiquent qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de majorité de droite renforcée, dure, extrême, appelez-la comme elle veut. Certainement pas d'extrême droite, mais de droite plus forte. Eh bien, cette droite dite forte, eh bien, elle n'a comme seul objectif et horizon, c'est de se renforcer pour peser sur les institutions. Mais il y aura, à l'issue de la prochaine élection, toujours une majorité entre le groupe socialiste, les PPE
et s'il le faut des compléments avec les écologistes ou quelques partis comme Renew, bien sûr. Philippe Bilger. Luc, est-ce que dans la mesure où il semble que le citoyen tout de même soit frustré de vrais débats, est-ce que vous pensez qu'on pourra échapper pour ces élections européennes à une politisation que, au fond, tout le monde souhaite, que ça devienne une sorte de plébiscite ou référendum pro ou anti-Macron? Est-ce qu'on pourra y échapper? Alors c'est tout à fait juste, c'est le risque. C'est d'ailleurs le résultat aujourd'hui des sondages le montre. C'est aujourd'hui le vote RN n'est pas un vote pour ou contre l'Europe, c'est un vote de rejet d'Emmanuel Macron. Comment y échapper? Et c'est la bonne question pour rendre intelligibles et intéressantes ces élections. Il faut aller au fond. C'est en allant à l'idéal que, vous savez, on résout les choses. Et là, on attend des autres candidats qui réveillent un petit peu le mammouth, et des Glucksmann, des Bellamy, des Aubry, on ne les entend pas, ils sont pas audibles. J'ai du mal à imaginer que Madame Hayet va pouvoir faire cela, mais Monsieur Attal peut le faire. Et quand Cécile tout à l'heure parlait de la figure de Bardella, faut pas oublier qu'en face, c'est pas Madame Hayet, c'est Monsieur Attal, et que Monsieur Attal, en comparaison, tient tout à fait la route par rapport à Monsieur Bardella. Mais le problème, c'est qu'on est dans une culture de l'image, de l'immédiateté, de la communication. On cherche les punchlines, mais une élection, ce n'est pas cela. Une élection, c'est 2-3 idées profondes qu'on véhicule. Luc, il nous reste 1 minute. Quand on voit les derniers sondages, vous parliez de Reconquête suite à la question de Jean-Michel Fauvergue. Reconquête est passé sous les 5%. Est-ce que quelque part, on se dirige pas, surtout que c'est un vocat, un tour vers un vote utile? Bien sûr, c'est pour ça que il faut que Éric Zemmour et Marion Maréchal arrêtent de surfer uniquement sur la thématique de l'immigration, de l'insécurité, sinon on finit tous les deux seuls sur un radeau. Donc évidemment que là, il y a un risque de marginalisation. Encore une fois, remettons les enjeux réels pour la vie quotidienne des Français au cœur de cette campagne européenne. Elle deviendra intéressante. Il y aura une participation plus importante que 50%. Et là, l'Europe que tout le monde attend, une Europe constructive, pourra peut-être se profiler. Merci beaucoup Luc Grain pour toutes ces informations intéressantes et passionnantes. Merci d'avoir été avec nous. Merci Philippe Bilger. Merci.